Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs pendant 3 mois sur le continent américain. Cette semaine, je reçois à New York Ilan Abeacera. Ilan est un des pionniers de la French Tech à New York, où il s'est installé en 2004. Il y monte sa première entreprise, Productive, en 2008, qu'il revend brillamment quelques années plus tard. Piqué par le virus de l'entrepreneuriat, il en monte une deuxième, puis une troisième, devenant ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Ilan nous explique comment il a appris à faire du software, puis du hardware, avec seulement un diplôme d'école de commerce en poche, mais en s'entourant des bonnes personnes. Il nous raconte aussi à quoi ressemblait la scène entrepreneuriale new-yorkaise il y a 10 ans, et comment elle est passée, je cite, de la petite sœur mauvaise élève de la Silicon Valley à l'Eldorado des marques D2C. Si cet épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de laisser un petit commentaire sur iTunes. Et pour ne rien rater des aventures de Jump, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte Jump the Podcast. Bonne écoute! Bonjour Ilan! Salut Sarah! Bienvenue dans Jump. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Ilan, on est ici à New York. Tu es le deuxième serial entrepreneur que je rencontre ici, puisque tu as monté donc 3 entreprises. Tu as aussi un podcast, We Are New York, ainsi que 4 enfants. Donc bien sûr, même si on ne met pas tout ça sur le même plan, et entre San Francisco et New York. Donc un très beau track record. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenu serial entrepreneur aux États-Unis? Alors écoute, moi je suis devenu entrepreneur en 2008 et je suis arrivé aux États-Unis en 2004. Avant de devenir serial entrepreneur, je suis devenu tout simplement entrepreneur, assez naturellement. J'ai travaillé pour quelques startups entre 2004 et 2008 qui ont toutes échoué pour des raisons différentes, mais du coup j'ai beaucoup appris, que ce soit un échec pour trouver ses clients, que pour lever des fonds, que pour des problèmes d'algorithmes de Google qui ont fait que la boîte a perdu tout son trafic. Donc à chaque fois des raisons différentes. Et puis en 2008, clairement je me suis dit bon, au lieu d'aller me planter chez les autres, je vais tenter ma chance. Sans me poser plus de questions que ça, j'ai eu ma fille au même moment. J'ai eu ma fille en février 2008, ma première fille, et j'ai monté Productive en juin 2008. Quelques mois après. Et pour la petite histoire, quand j'ai monté Productive, je savais pas du tout si j'allais être capable de lever de l'argent tout de suite, de me payer un petit salaire tout de suite. Et j'ai commencé à faire des entretiens dans les restaurants new-yorkais pour avoir un complément de salaire. Donc j'avais vraiment rien de côté. Et j'étais décidé à démarrer. Et l'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai toujours aimé les États-Unis. J'ai toujours été un très grand fan des États-Unis, de New York en particulier. Et j'ai toujours pensé que New York et l'entrepreneuriat, il y avait quand même beaucoup de choses qui fonctionnaient bien ensemble. Pour une ville où tout est possible, ou une ville où on crée, on imagine beaucoup de choses tous les jours pour améliorer sa vie quotidienne. Et donc, c'est vrai que sans réfléchir, je suis passé d'employé à New York avec un salaire correct à un salaire misérable, mais j'ai quand même réussi à lever de l'argent très rapidement pour Productive. À l'époque, c'était des petites sommes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Donc on est en 2008, en pleine crise des subprimes. Ouais. Tu viens d'avoir un enfant, tu décides d'avoir un autre type de bébé, une entreprise, et donc tu as cette idée de Productive. Comment tu as eu cette idée et qu'est-ce que c'était en fait Productive? Alors écoute, Productive, donc 2008, on est à un tournant de l'histoire des technologies. Pourquoi ? Parce que c'était les tout débuts de l'iPhone. Donc l'iPhone est lancé en 2007. Mi-2008, l'App Store n'existe pas encore et Android va se lancer dans la foulée. Et donc moi, en fait, si tu veux, je perçois que le mobile va changer le monde du software dans l'entreprise, du logiciel d'entreprise. Avant 2008, pour utiliser un logiciel de gestion de tâches ou gestion de projet, tu avais Microsoft Project, tu avais les trucs un peu gros, lourds, que tu installais sur ton desktop. Le cloud, c'était les tout débuts, c'était vraiment des trucs horribles. Et moi, j'ai toujours été un productivity geek. Et tu vois, toutes les nouvelles applications de gestion de tâches, je les essayais.
Et en fait, il n'y en avait aucune qui me convenait vraiment. Et je me suis dit que le jour où on pourrait avoir juste une notification, un reminder de mes tâches sur mon mobile, ça changerait la productivité en entreprise. C'est un truc simple, hein. Mais je me suis dit, voilà, si je peux créer une tâche, l'assigner à un collègue, lui envoyer un reminder sur son portable, on va collaborer de manière complètement différente. Et donc, en 2008, je me suis dit, on va développer cette plateforme de gestion de tâches et gestion de projets pour SMB, donc PME. J'avais principalement en tête les agences, les startups, etc. Mais surtout, on va développer pour toutes les plateformes. Une appli web, une appli iOS, une appli Android, une appli Mac. Et il y avait la moitié de cette plateforme qui n'existait pas encore à cette époque-là. Donc c'était vraiment une vision que j'avais. C'était les débuts de Dropbox et d'Evernote pour ceux qui connaissent. Et nous, on a fait la même chose sur les tâches. Et donc à cette époque, tu as travaillé un petit peu en start-up, tu es diplômé d'une école de commerce, mais donc tu ne sais pas non plus coder. Non. Comment ça se passe au début? Tu as cette idée et comment tu la mets en place? C'est quoi les premières étapes? De qui tu t'entoures? Comment ça se passe? Quand tu sais pas faire, tu t'entoures des bonnes personnes. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais pas vraiment créer un produit, honnêtement. J'avais mon beau-frère, le frère de ma femme, Harry, qui étudiait à Epitech à Paris. Et donc, je t'ai dit, c'était en juin, il était en vacances, et je lui dis, il avait 20 ans, je crois. Je lui dis de venir passer l'été chez nous à New York. Pour lui, c'était sympa. Et en même temps, par contre, il viendra avec moi au bureau la journée parce que j'avais une idée de boîte. Et donc, j'avais besoin qu'il développe un premier prototype pour Productive. Et en fait, il est jamais reparti. Voilà. Donc ça, c'était en juin 2008. 11 ans plus tard, il habite à San Francisco, il a 2 enfants et il a rencontré sa femme à New York et maintenant il bosse pour Drive.ai qui est une des grandes startups des véhicules autonomes à San Francisco. Donc je pense que c'était plutôt pas mal pour lui comme opportunité. Et en fait, il est resté parce que en juillet, j'ai réussi à lever un peu d'argent. Donc j'ai pu commencer à le payer et puis de fil en aiguille, on a monté une boîte tout simplement. Donc je savais pas développer et juste pour répondre à ta question, en fait, honnêtement, pendant 18 mois, on a développé un produit qui était bidon. Beaucoup trop de fonctionnalités, compliqué à comprendre. J'écoutais pas assez les utilisateurs. Mais la chance qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup de presse dès le début. J'étais assez bon pour parler aux journalistes, pour les intéresser à ce qu'on faisait. Et ils étaient un peu tous intéressés par le renouveau des logiciels d'entreprise, ce qu'on appelait des enterprise software. C'était un nouveau monde exceptionnel. Et donc, on avait la presse, on avait les utilisateurs, mais on n'avait pas un bon produit. Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré. Donc, pendant 1 an et demi, vous développez tous les deux un produit en levant un petit peu d'argent auprès d'investisseurs. $150,000. Qui vous permettent de vous payer, qui vous permettent d'investir dans du matériel. Ouais, écoute, on avait quelques freelances, on avait un super designer, François Le Pichon, qui avait développé les premières versions. Après, on a été sélectionné à la compétition du web. Je sais pas si tu te rappelles cette conférence, le web à Paris, mais qui était une des premières grosses conférences tech, avait une startup competition et on avait été sélectionné. Donc il y avait plein de petits milestones comme ça qui faisaient qu'on était en haut de la vague, mais à côté de ça, voilà, on n'avait pas beaucoup de budget. Et puis en fait, au bout d'1 an et demi, on n'avait quasiment plus rien. On était 3 employés à cette époque-là, et il y avait 2 possibilités. Soit on arrêtait tout, soit on allait lever de l'argent, mais avec pas grand-chose. Donc à cette époque, je crois qu'on avait 15 000 utilisateurs qui avaient sign up, tu vois, en 1 an. Et en fait, contre toute attente, j'ai été pitché quelques fonds. Et on a réussi à lever $1 million sur une vision. Ce que je me suis dit, c'est au lieu de raconter l'histoire qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire 1 an et demi de développement, peu de traction, les gens revenaient pas trop sur la plateforme, etc. Je me suis dit, ok, j'ai compris ce que les utilisateurs veulent. Donc j'avais commencé à vraiment intégrer. J'avais eu ce qu'on appelle le light bulb moment. Je me suis dit, ok, en fait, le produit est très compliqué. Les gens utilisent que la création de tâches, l'assignation, le reminder. Ils veulent des apps très simples. On va tout effacer, on va recommencer à zéro, mais avec un truc très... Et on a appelé ça Productive 2, la deuxième version donc de Productive. Mais pour ça, il faut que je recrute des ingénieurs. Et donc, j'ai été pitcher cette vision et ça a marché. Et donc, un miracle, on a eu un fonds du Connecticut qui a Palm Ventures qui avait acheté la vision. Et c'est comme ça qu'on a vraiment démarré Productive. La vision et l'équipe, sans doute. Et l'équipe. Et on est passé à 6 employés. Donc ça, on est en janvier 2010. Et pendant 6 mois, on a développé Productive 2.
Et on l'a lancé en juillet 2010, donc 2 ans après la création de la boîte. Et là, ça a été, on peut dire l'explosion quasiment immédiate. On a trouvé notre public, on avait une app qui marchait super bien sur toutes les plateformes. On commençait vraiment à avoir quelque chose de sympa. Et en août, on a lancé la version Mac de Productive. Et ça nous a propulsé en termes d'utilisateurs. Parce qu'on avait des jours à 20 000 nouveaux utilisateurs, tu vois, par exemple. Donc on a très très vite commencé à grossir à partir de là. Donc au bout d'1 an et demi, on peut dire que vous avez pivoté en fait. Vous avez quasiment jeté à la poubelle ce que vous aviez déjà fait. Et en 6 mois, vous avez développé un outil complètement différent avec le même objectif, mais pas du tout les mêmes fonctionnalités. Ouais, en fait, c'est le jour où je suis devenu un entrepreneur. C'est le jour où j'ai réalisé que tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'était marrant. Il y avait des articles sur TechCrunch régulièrement. On avait une certaine notoriété dans les Français aux États-Unis parce que j'étais un des premiers entrepreneurs dans la tech ici à New York. On était vraiment très très peu et donc je bénéficiais beaucoup de ça, mais c'était beaucoup de bullshit quoi. Il y avait pas de concret, le produit. Et puis à un moment, j'ai réalisé, j'ai compris, j'ai mûri. Et j'ai commencé à comprendre comment construire un vrai produit que les utilisateurs veulent utiliser et reviennent dessus. Donc voilà, on a beaucoup itéré. Et alors on n'a pas pivoté parce que c'était le même concept, mais on a développé un vrai produit périn. Et à quoi ça ressemblait d'entreprendre à New York il y a 10 ans ? C'était tellement différent d'aujourd'hui, c'est-à-dire que à l'époque, honnêtement, t'allais à des événements de networking dans la tech à New York en 2008-2009. On était 50 et honnêtement on se connaissait tous, français, pas français. Français on n'était pas beaucoup. C'était un peu les pionniers et en même temps c'était la petite sœur mauvaise élève de la Silicon Valley parce que tu voulais faire du software à New York, honnêtement t'avais pas de fonds qui investissaient chez toi. Il y avait pas d'écosystème, il y avait très peu d'ingénieurs pour construire ta boîte. Et donc moi on me posait tout le temps la même question les 4 premières années de Productive, c'est pourquoi t'as pas fait ça à San Francisco? Et c'est vrai, j'aurais dû peut-être le faire à San Francisco. La boîte, elle aurait certainement valu plus cher, j'aurais peut-être été plus vite, mais peut-être pas, on ne saura jamais. Et puis l'issue était bonne pour nous, mais honnêtement, on s'est battu plus que la moyenne. Parce qu'au bout de 5 ans, vous revendez Productive. Ouais. Et là, toi, tu pars à San Francisco dans la boîte qui vous rachète. Ouais. Tu restes 2 ans. Au sein de cette boîte. Et puis, finalement, le virus de l'entrepreneuriat reprend ses droits et tu reviens à New York 2 ans plus tard pour monter ta deuxième entreprise, qui est donc Illy. C'est ça. Donc, Illy, tu vas nous en parler, mais donc c'est du hardware. Ouais. Donc, très différent de ce que tu faisais avant, puisque tu faisais du software, pour faciliter la communication entre générations. Ouais. Comment tu as eu cette idée? C'était un rêve d'avoir un produit comme ça chez moi. Mes enfants, j'avais 3 enfants à l'époque en Californie. On était plus loin que jamais des grands-parents. On a toutes nos familles qui sont restées en France, les oncles et tantes, les petits cousins. Et en fait, j'ai réalisé que, finalement, malgré toutes les technologies, tous les écrans qu'on avait chez moi, et dans l'absolu tout le monde qu'on a développé, les tablettes, les laptops, les smartphones, les télés. En fait, il n'y a rien qui avait remplacé le téléphone fixe de l'époque. Moi, je me rappelle que quand j'étais chez moi, j'ai grandi avec le téléphone fixe et ma tante qui appelle, je réponds. Tu vois, des coups de fil aléatoires. Aujourd'hui, c'est rare, quoi. Du coup, j'étais tout le temps en contact avec ma famille quand j'étais petit. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui appelait à la maison. C'était facile. Et en fait, je me suis rendu compte que mes enfants, ils n'étaient pas tout le temps en contact du tout avec leur famille parce qu'ils étaient dépendants de nos devices. De mon iPhone, de l'iPhone de ma femme. On n'a pas de tablette parce qu'on fait attention quand même ce qu'on appelle au screen time. Et donc, je trouvais pas ça normal et ça m'énervait d'une façon un peu démesurée parce que je me dis, voilà, avec toutes les technologies qu'on a créées, mes enfants, ils sont plus éloignés que jamais de leur famille. C'est pas normal. Et donc, j'ai voulu un peu créer le nouveau téléphone fixe, mais avec des technologies modernes, donc avec un écran tactile, avec les photos en gros de tous les membres de la famille, et les membres de la famille rejoindraient en fait mon réseau familial sur Illy. Et donc on a créé une grande brique logicielle derrière pour créer ce réseau social familial et des apps sur toutes les plateformes. Donc en gros, moi je suis le papa, j'ai l'app iPhone de Illy. Mes parents, les grands-parents, ils ont aussi l'app iPhone, Android ou tablette. Et mes enfants qui n'ont pas de device, donc ça visait les familles avec des enfants de moins de 10 ans, eux, ils ont Illy à la maison.
et il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de jeux vidéo dessus, il n'y a pas de navigateur internet, c'est que de la communication. Donc un espèce de téléphone, tu vois, amélioré avec vidéo call, photo, vidéo, dessin. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et alors, comment tu t'y prends pour développer donc du hardware? Tu n'es pas non plus donc ingénieur. Avant, tu as fait du software, c'était déjà assez compliqué, un gros challenge. Là, tu te dis bon, bah maintenant j'ai appris à peu près à faire un truc, mais je vais faire un truc super différent auquel j'y connais de nouveau rien. Ouais. Comment ça se passe? Eh ben, écoute, déjà, je savais qu'il y avait une grosse brique software dans Illy et ça, j'avais plus peur. Je savais comment la gérer. Et la brique hardware, en fait, moi, je me suis jamais fixé de limite dans ce qui était possible. Et je pense que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, c'est que quand tu entreprends, tout est possible et tout s'apprend. Et si t'es pas capable d'apprendre, faut faire un autre job. Et donc, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, quand tu t'entoures bien, a priori, t'es capable de tout faire. Et donc, oui, c'était un petit peu dur au début parce qu'il fallait que j'aille convaincre des super ingénieurs en mécanique, en électronique, en logiciel embarqué. Il fallait que je les pitch et que je les convainque de me rejoindre à New York. Et j'ai été les chercher à Paris dans les grandes boîtes de hardware françaises, Parrot, WeThings, Aldebaran Robotics. J'ai commencé par faire des entretiens avec des gens du hardware en France pour qu'ils m'expliquent, pour comprendre le process de l'industrialisation, de quel type d'équipe on a besoin pour créer le produit que j'avais envie de faire. J'ai appris, j'ai compris très vite, et puis après j'ai été chasser des mecs dans ces équipes-là, et au bout de 3 mois, j'avais constitué une équipe avec 4 ingénieurs et moi. Et a priori, je regroupais toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions cœur pour créer n'importe quelle boîte hardware. C'est comme ça que j'ai démarré. Donc techniquement, tu allé sur LinkedIn. Ouais. Chercher des profils dans les grosses boîtes qui faisaient des devices qui t'intéressaient. Ensuite, tu demandais aux gens s'ils étaient OK pour te rencontrer. Là, tu les pitchais et ensuite, tu les débauchais. Alors ça, c'est ma grande spécialité. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est monter des équipes et aller chercher des gens qui sont a priori bien dans leur job et les faire un peu rêver. Ça avait très bien marché avec Productive. Et tous les employés qu'on avait chez Productive, ils ont tous sorti avec de l'argent. Ils ont quasiment tous, je crois, pu s'acheter leur premier appartement. Et donc c'est pas que vendre du rêve, c'est emmener des gens dans une aventure ensemble et que tout le monde bénéficie du succès de cette aventure. Et donc ça, j'essaye de le faire passer dès le début dans ce que je fais. Et je crois que Illy, ce que j'ai fait, c'est que j'avais posté sur Facebook et LinkedIn. J'ai un réseau hyper actif sur tous ces réseaux que j'utilise beaucoup. Et j'avais dit voilà, je voudrais parler à des gens qui font du hardware. Et j'avais été mis en contact avec une première personne chez WeThings. Je lui ai expliqué mon projet et lui m'a recommandé d'autres personnes de son équipe chez WeThings. Et c'est comme ça que j'ai pénétré un peu le monde du hardware et de fil en aiguille, j'ai été dans les autres boîtes et ouais, LinkedIn, Facebook, il y a même un mec que j'avais recruté qui s'appelle Olivier Costier qui venait de Aldebaran Robotics et qui m'a dit écoute, je t'ai pas répondu tout de suite parce que je croyais que c'était un scam, parce que je te connaissais de nom et ça m'étonnait que tu t'essayes de me contacter sur Facebook Messenger, Twitter, LinkedIn et par email. Je trouvais que ça faisait un peu beaucoup et je pensais pas que c'était vraiment toi, donc je t'ai pas répondu tout de suite. Et donc pour te dire, j'étais un peu sauvage, mais je le fais toujours et ça marche toujours. Et qu'est-ce que tu avais à leur offrir du coup? Tu avais levé des fonds, tu leur donnais de l'equity? Ouais. Alors oui, ils ont tous eu beaucoup d'equity, ces 4 premiers ingénieurs. J'ai levé des fonds en parallèle que je montais l'équipe et en même temps je pouvais pas vraiment lever des fonds sans une équipe hardware, fallait que je rassure. Mais bon, comme j'avais déjà fait une première boîte qui était bien sortie, où tous mes investisseurs avaient gagné de l'argent entre x3 et x10, du coup voilà, je pouvais retourner les voir et un fonds en particulier, Félicis, dont le fondateur m'avait backé sur Productive, mais en tant que particulier, avant qu'il crée son fonds. Donc Félicis aujourd'hui Venture, c'est un gros fonds de la vallée. Aydin, que j'adore et qui m'a suivi tout de suite. Donc j'ai monté l'équipe en parallèle, ils avaient pas mal d'equity, puis je leur ai offert tout de suite alors moi ce que je leur ai offert c'est une aventure américaine parce que je leur demandais à tous de bouger à New York et ils étaient tous à Paris. Et en combien de temps vous sortez le premier prototype de Illy? Alors Illy Illy on a mis 1 an à peu près pour avoir un premier produit utilisable. Alors il y avait 5 ingénieurs dans la partie software
et 5 ingénieurs dans la partie hardware. Et puis après, on a bien gonflé l'équipe. On avait vraiment une grande équipe, une équipe exceptionnelle pour Illy. Et puis après, on est parti en Chine. Et là, il nous a fallu encore 9-10 mois pour être prêt à ce qu'on appelle la mass production. Donc, être capable de vendre notre produit. Donc, un lancement commercial avec plusieurs milliers d'unités. On s'est arrêté juste avant. Mais on avait quand même pas mal de familles qui utilisaient Illy à ce moment-là en bêta. Tout fonctionnait très bien. Et il nous a fallu en tout 2 ans pour être prêt à lancer un produit commercialement. Mais surtout, il fallait plus d'argent que ce que j'avais imaginé au départ. Et c'est là où ça a été très difficile. Quand tu dis on est parti en Chine, c'est-à-dire que tu as pris tes ingénieurs sous le bras, vous êtes atterri à Shanghai et là vous avez commencé à chercher des usines? Ouais, c'est à peu près ça, mais on s'est fait un peu aider quand même. Donc on a bossé avec une boîte qui s'appelle Dragon Innovation et qui va t'aider à trouver les bonnes usines en Chine. C'est très compliqué, tu peux pas te pointer à Shenzhen et espérer tomber sur les bonnes usines. Il faut en amont identifier celles qui ont déjà travaillé sur des produits un peu similaires, qui ont cette expertise d'écran tactile, de software, de cartes électroniques compliquées. Enfin, je te passe les détails techniques. Et donc on a bossé avec eux, et puis on est parti en Chine tous ensemble, et on a en 5 jours on a visité 5 usines. Tu fais des tours d'usine, ils te présentent les lignes d'assemblage, ils te présentent leur process, comment ils font du testing, etc. Et puis après 3-4 mois de négociation, et puis tu choisis l'usine avec qui tu pars, et voilà. Donc ça prend quand même quelques mois avant d'être prêt à lancer la prod. Et puis après, une fois que tu lances, que tu es prêt de démarrer le boulot avec eux, là, t'envoies tes specs. Il y a ce qu'on appelle la partie de DFM, Design for Manufacturing, où en gros, tu leur donnes ton prototype et tu dois rendre un prototype scalable. Donc, comment d'un proto que tu as fait à 1 ou 2 exemplaires, on arrive à 10 000 exemplaires. Et là, il y a beaucoup de choses tu vois, comme quelqu'un qui va designer sur Photoshop et qui va donner ça à un développeur web. Il va avoir beaucoup d'adaptations, si tu veux, et d'itérations entre ce qui est hyper joli sur Photoshop et ce qu'il va avoir au final. C'est pareil dans le hardware. Tu passes par une phase de design for manufacturing, et puis après tu crées plusieurs batchs de produits où tu en fais de plus en plus à chaque fois. Et ça prend entre 12 et 24 mois. Entre le moment où tu démarres la Chine et le moment où tu vas shipper un produit sur le marché. Et donc c'est là que tu dis qu'il aurait fallu plus d'argent que ce que tu avais prévu, que ça est devenu plus compliqué. Et donc c'est là où vous avez vendu? C'est là où en fait on a vendu à la fin de cette phase de 2 ans parce que moi j'ai levé en gros à peu près 3 millions pour Illy. C'est très difficile, voire impossible de mettre un produit comme ça sur le marché à moins de 5 millions. Parce qu'il y a la R&D. Donc la R&D, ça veut dire payer des salaires concrètement, mais ça veut dire aussi payer des moules. En Chine, à chaque fois que tu développes un produit comme ça, il y a plein de moules à créer. Des moules, c'est entre 10 000 et 30 000 $ à chaque fois. Il y a plein d'itérations. Il y a le design industriel qui va te coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a beaucoup de frais en fait, de ce qu'on appelle de capex, donc des frais où tu vas immobiliser beaucoup d'argent, et c'est une fois, mais 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 300 000 $. Ça va très très vite. Et puis après, t'as des gros salaires. T'es à New York. On avait une équipe qui est montée jusqu'à 15 personnes. On essaie quand même de faire hyper attention ce qu'on appelle au burn rate, mais bon, c'est une boîte hardware. T'as besoin de beaucoup de compétences en interne. Et donc du coup, les 3 millions nous ont servi à la R&D. Et ça, on a réussi notre mission là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait shippé un produit. Il est à côté de toi, le produit fini, avec le packaging, avec le device qui était joli, avec les bons matériaux, avec le software dedans. On avait tout fait. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que quand on arrive là, là maintenant, tu dois payer. En général, tu dois placer une commande auprès de ton usine où tu vas leur demander, par exemple, 10 000 unités. Et tu dois payer en général la moitié de cette facture dès le début. Donc on parle de entre 500 000 et 1 million de $ au moment où tu leur demandes ces 10 000 unités. Bon, ça je les avais plus. Et l'autre partie, c'est quand on va lancer, il va falloir faire du marketing. Et ça aussi, il faut un budget. Tu peux pas lancer un produit grand public comme ça pour zéro. C'est impossible. Et donc du coup, on a essayé de lever ce qu'on appelle un bridge qui peut nous amener jusqu'à la levée de fonds suivante. Et là, c'était mission impossible. Et c'était en même temps un problème de marché parce qu'on était en 2016. Et 2016, c'est un peu la fin des objets connectés.
Tu vois, tout le monde se rappelle de cette phase, la maison intelligente, la maison connectée, les objets connectés. Tout le monde parlait que de ça entre 2014 et 2016. Et moi, j'ai monté Illy entre 2014 et 2016. Mais 2016, c'est la fin parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont mortes. Et donc, les VC se sont pris des grosses claques dans le hardware. Et donc, ils ne finançaient plus de start-up qui n'avaient pas encore de traction et de revenus. Et on n'a juste pas réussi à aller jusque-là. Et vous êtes fait racheter par qui alors ? Alors on a vendu les assets, on appelle ça un acqui-hire, c'est pas une vraie acquisition, c'est juste, tu vois, je voulais surtout sauver l'équipe. Il y en avait beaucoup qui étaient venus de France, donc je voulais qu'ils puissent s'en sortir sans être obligés de rentrer en France. Et donc toute l'équipe a rejoint Nucleus, qui était une autre start-up de New York, et les assets, la propriété intellectuelle, etc. Et le produit est sorti ? Oui, mais le leur, pas le nôtre. Et qui était beaucoup moins bien. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, non content de cette première aventure un peu compliquée, si on peut dire, dans le hardware, tu décides quand même de monter une troisième entreprise et de nouveau dans le hardware. Donc, celle dont tu t'occupes aujourd'hui, qui est Willow, qui est un device pour optimiser le brossage de dents. Oui. Alors, tu sais, moi, déjà, juste avant de parler de Willow, un message qui était vraiment important pour moi, c'est que quand Illy, ça s'est terminé, moi, j'ai pas rejoint cette boîte. J'étais prêt à monter une autre boîte de zéro. J'avais commencé à travailler dessus. Mais à aucun moment, je l'ai mal vécu. Quand j'ai rencontré Hugo de Willow, qui s'appelait à l'époque Prodontis, quand je l'ai rencontré, qui m'a contacté pour avoir un peu de conseils. Il venait d'arriver aux États-Unis, il venait de Limoges. Il voulait des conseils hardware, levée de fonds, recrutement. C'était des choses que je maîtrisais vachement. Et quand il m'a contacté et il m'a dit à demi-mot qu'il recherchait un cofondateur ici, en fait tout est devenu très clair parce que j'ai compris que tout ce que j'avais appris avec Illy sur le manufacturing, sur la Chine, sur les levées de fonds dans le hardware, les équipes dont tu as besoin, j'ai compris en fait que tout ça c'est ce qu'ils avaient pas et c'est ce que je pouvais apporter. Et coup de foudre avec Hugo et son père qui ont monté la boîte, le papa qui est à Limoges, qui est dentiste et qui a inventé un nouveau procédé de brossage de dents, beaucoup plus efficace, automatique. T'appuies sur un bouton et ça te brosse toute la mâchoire en même temps et avec une efficacité jamais atteinte dans le monde, ever. Donc là, tu t'associes avec quelqu'un que tu ne connais pas en fait précédemment, alors que donc la première boîte tu l'as montée avec ton beau-frère. Ouais. La deuxième, tu l'avais montée tout seul ? La deuxième, j'étais un peu seul. J'avais pris des founding engineers, tu vois, mais c'était pas des vrais co-founders. Ils étaient hyper importants, mais j'étais quand même seul. Je me sentais seul, et ça, j'avais pas envie de le refaire. Donc là, c'est quelque chose que tu voulais changer. Donc je voulais un cofondateur. Ouais. Et qu'est-ce qui fait donc ça marche bien entre vous ? Comment vous répartissez les rôles sur cette aventure ? Écoute, c'est un peu un miracle parce que on se connaissait pas comme tu dis. Souvent on te dit que cofondateur il faut bien se connaître, il faut avoir déjà un peu travaillé ensemble dans le passé. En fait non, ça montre qu'il y a pas de règles. Il y a eu un coup de foudre et en fait depuis ce jour-là, on s'est jamais embrouillé une seule fois. On est tout le temps sur la même longueur d'onde. Et même quand on n'est pas d'accord, il y en a toujours un qui va convaincre l'autre très facilement, très rapidement. Et on s'est réparti les tâches aussi hyper naturellement. Une fois, quand on a commencé à bosser ensemble, on a utilisé ce tableau là qui est derrière moi. Et je lui ai dit, j'ai écrit tous les départements d'une boîte. Marketing, hardware, software, légal, funding, etc. Et je lui ai dit, écris les domaines qui t'intéressent. Comme Hugo était jeune et qu'il avait jamais monté de boîte avant, il peut pas avoir d'expertise sur tous les sujets. Par contre, il peut avoir des sujets sur lesquels il a juste envie d'apprendre et de monter en compétences. Donc, j'ai demandé d'écrire et en fait, il a écrit l'exact opposé des miens. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il y aurait jamais de problème. Et là, tu peux leverager un peu tout ce que tu as appris sur Illy. Dans Willow, t'as l'impression que du coup, cette deuxième fois où tu fais du hardware, tout va plus vite, c'est plus facile. En fait, et c'est ça qui a fait que il y avait aucun ego de ma part quand j'ai rejoint cette boîte et que j'avais pas envie spécialement d'être CEO. Hugo était CEO, il est toujours. Donc tu vois, je me suis attribué le titre de CEO, qui est un peu l'équivalent de DG, PDG. Tu vois, en France, t'as PDG, CEO. Ici, ce serait DG, CEO. J'avais pas d'ego parce que, en fait, j'ai compris très vite quand on a démarré à travailler ensemble,
que toutes les parties qu'ils avaient pas encore dans la boîte, moi je les avais. Et surtout, c'est ce qui me plaisait, le réseau d'investisseurs, même le réseau d'ingénieurs. On a recruté des gens chez Willow que j'avais pas réussi à recruter pour Illy, mais que je connaissais. La stratégie de levée de fonds, combien il fallait qu'on lève, qu'est-ce qu'on allait faire de ces fonds, les designers industriels, voilà, en fait, tout était tellement naturel. Voilà, c'est pour ça que tout s'est fait très très vite. Tu es donc ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Donc il paraît, ouais. Troisième entreprise. Est-ce que tu savais, quand tu as vendu Productive, est-ce que tu savais que tu remonterais une boîte un jour? Est-ce que tu penses qu'il y a un virus de l'entrepreneuriat et que donc toi, tu l'as manifestement? Ouais, je crois qu'il y a no way back. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment inné. Moi, je pense encore une fois que j'ai grandi avec. Mes deux oncles m'ont beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Début des années 90, ils ont monté des boîtes dans l'informatique en Californie, tu vois. Et aujourd'hui, ça paraît très loin et assez fou parce que aujourd'hui, des boîtes informatiques ou tech, voilà, il y en a partout. Tu finis pas ton école de commerce aujourd'hui que tu as déjà monté une start-up à côté. À l'époque, pas du tout. Et moi, ça m'a toujours beaucoup inspiré. J'avais une famille de médecins et d'entrepreneurs et j'ai jamais été attiré par la médecine. J'ai toujours été attiré par ce qu'ils faisaient eux. J'ai toujours su que je monterais une boîte un jour. Mais le truc, c'est qu'une fois que tu montes une première boîte, après, c'est plus qu'un virus. Je vois aussi des gens qui, après 40 ans ou après 45 ans, fatiguent un peu, ont envie de... avec tout ce qu'ils ont appris, de rejoindre une boîte un peu plus grande et de mettre à disposition tout ce qu'ils ont appris. Moi, j'ai 38 ans, j'en suis pas là du tout, et c'est vrai que j'ai pas l'impression que je m'essoufflerai un jour, mais peut-être. Tu vois, aujourd'hui, ouais, il y a un vrai virus et j'ai besoin de créer. C'est surtout ça. Et c'est facile de monter une boîte à New York quand on est français? Aujourd'hui, ouais. C'était pas le cas, honnêtement, c'était pas le cas quand je suis arrivé. Il y avait un tout petit réseau de Français et honnêtement tous les Français qui arrivaient, je les voyais quasiment tous. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans des startups. Après la vente de Productive, je suis devenu aussi investisseur. Et donc du coup, je vois de plus en plus d'entrepreneurs français arriver. Honnêtement, ils ont besoin de personne, mais quand même, ils vont te contacter. Je sais pas, en une semaine normale, je vais rencontrer 2-3 entrepreneurs français. Parce que j'ai toujours voulu accorder du temps à tout le monde pour partager, parce que ça me plaît aussi, moi, je suis curieux de voir le genre de boîte qu'on monte en France, qu'on a envie de lancer ici. J'aime bien donner des conseils quand on m'en demande. Et donc, il y a beaucoup de dynamisme là-dessus sur les Français qui arrivent, et ils ont un truc particulier, les Français aux États-Unis. Alors, je sais pas encore te dire exactement qu'est-ce qui fait que les Français aux États-Unis réussissent bien. Je pense qu'il y a plein de facteurs différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une excellence académique qui est certaine. Les grandes écoles d'ingénieurs françaises, les grandes écoles HEC, Sciences Po, il y a une vision un peu différente du business, du marché, de l'entrepreneuriat, de la culture d'entreprise. Et il y a un recul par rapport aux entrepreneurs américains qui ont toujours grandi ici, qui voient pas forcément leur marché avec du recul. Il y a quelque chose d'assez particulier et une expertise technique exceptionnelle. Du coup, on a des équipes, on a beaucoup de boîtes de start-up américaines montées par des Français avec des bureaux R&D en France. Et ça, c'est un modèle qui a l'air de très bien marcher aussi. Et toi qui connais un peu du coup New York, mais aussi la Californie, ouais. Tu dirais que c'est quoi la différence entre l'écosystème qu'il y a ici, start-up, versus la Californie? L'écosystème californien, il est très bruyant, très dur de se faire une place. C'est un peu, je résume un peu, mais c'est un peu tout le monde a vendu sa boîte à Google, à Facebook, ou sinon t'es un vaurien. C'est un écosystème aussi derrière son apparence hyper humaine et ouverte sur le monde, etc. En fait, très fermé. Moi, j'ai habité 2 ans à Palo Alto et je suis content de l'avoir fait parce que au moins je peux en parler. Et à côté de ça, aujourd'hui, New York a vraiment créé une expertise et dans la tech et on va dire dans le consumer qui est unique, qui n'existe pas du tout en Californie. Casper, Warby Parker, Harry's, toutes ces boîtes dont on parle énormément de direct to consumer. Je sais que tu as interviewé quelqu'un qui a monté l'équivalent de Casper au Mexique. Toutes ces boîtes-là, elles sont nées à New York et tout le talent marketing qu'il y a derrière, parce que c'est des boîtes qui se reposent énormément sur le marketing, le Instagram marketing, etc., ils sont ici ces talents. Alors, pour finir cette interview, je pose toujours les 4 mêmes questions à mes invités. La première, est-ce que tu as un conseil pour les aspirants entrepreneurs, notamment aux États-Unis?
Alors, si vous êtes en France et que vous pensez aux États-Unis, il faut venir ici. Il faut venir 1 semaine, 2 semaines, explorer. Ce matin, j'ai rencontré un entrepreneur français qui pense aux États-Unis. Alors, je vais pas le nommer, mais c'est une boîte connue en France. Et le conseil que je lui ai donné, c'est si ton produit n'existe pas aux États-Unis et que t'as créé quelque chose en France qui est un peu significatif, il faut pas hésiter, il faut tenter. Ça t'arrive pas 2 fois dans ta vie. Et la dimension américaine, elle va tout changer à ton business. Est-ce que tu as un livre sur l'entrepreneuriat ou autre qui t'a particulièrement inspiré ? Alors, je vais pas mentionner de livre sur l'entrepreneuriat parce que je vais pas donner un livre en particulier. Si, remarque peut-être un qui est moins connu qui s'appelle Once You're Lucky, Twice You're Good de Sarah Lacy. Je sais pas si tu le connais. Du tout. Sarah Lacy, c'était une journaliste tech très connue dans les années 2000, fin des années 2000. Je sais pas trop ce qu'elle est devenue, mais elle a écrit ce livre qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, où elle raconte l'histoire de ces entrepreneurs qui ont réussi déjà une fois et qui réussissent une seconde fois. Et ce qu'elle dit, c'est que si tu as eu 2 succès, là, tu es un vrai bon entrepreneur. Et donc, elle va parler des gens de PayPal et de toutes ces boîtes qui ont vu beaucoup de grands entrepreneurs. Et dans les autres livres, un qui m'a beaucoup marqué dernièrement, que j'ai vraiment adoré, je crois que c'est un prix Goncourt 2017, c'est La disparition de Joseph Mengele. Alors c'est sur l'histoire de Mengele qui était le docteur d'Hitler, ouais, qui était beaucoup derrière effectivement la Shoah. Mais il focus pas là-dessus. Il focus plus sur sa traque en Amérique du Sud, en Argentine, etc. Donc du coup c'est limite un roman policier que j'ai dévoré en quelques jours. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi, en France ou aux US ? Alors écoute, dernièrement j'ai entendu parler de cette boîte en France qui s'appelle Voodoo, qui est un studio de jeux vidéo qui a un concept que j'adore et qui je pense peut être répliqué sur plein d'autres domaines. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prototypent des jeux je crois que j'ai entendu que c'était en 1 journée. Ça me paraît un peu short, 1 journée, mais visiblement, leurs ingénieurs vont avoir une petite idée de jeu, un jeu super simple. Ils le développent très rapidement, ils le prototypent très rapidement, ils mettent quelque chose de super imparfait sur l'App Store, Android ou iOS ou les deux, et ils traquent les métriques. Et la majorité du temps, ils vont jeter le jeu, mais parfois, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui démarre. Et donc là, ils vont décider d'intégrer le jeu, de mettre une équipe dessus, de le designer, de le relancer et d'injecter du marketing dessus. Et donc, c'est un studio, du coup, je crois qu'à peu près 200 jeux sur l'App Store et qui cartonne. Voodoo. J'adore ce modèle. En fait, je pense que c'est réplicable sur plein d'autres domaines. Et enfin, et on terminera là-dessus, quelle est ta chanson américaine préférée ? American Boy. Super, Voilà. Bon, on enchaîne donc sur Estelle et American Sur Boy. Estelle, ouais. Merci beaucoup Ilan. Merci Sarah. Et à la semaine prochaine les auditeurs. This is #1 champion sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA.